Une nouvelle salle de spectacle dans un instant à Castries, près de Montpellier. Emmanuel est avec nous, Anne est avec nous également sur ce plateau pour le rendez-vous de la fête de la soupe. Ce sera la semaine prochaine à Lunel. La généalogie avec toujours notre ami Bernard, c'est à Nîmes, au Cossière. Mais d'abord, la chronique livre, c'est maintenant. La chronique livre, alors on s'adresse aux jeunes, une BD, un roman jeunesse. On s'adresse aux jeunes, mais d'abord aux plus grands, on va dire, avec Notes. Notes, c'est donc le 7e tome de Boulet. Oui, il s'appelle bien Boulet. Je vous parle de lui parce qu'il sera présent sur notre stand au Montpellier In-Game, pas ce week-end, mais le week-end d'après. Au Corum à Montpellier. Voilà, en dédicace. Et donc, Boulet, c'est un auteur, une bande dessinée qui est passé... Il a un nom pas facile quand même. Oui, mais c'est lui. C'est tout à fait lui. Il est passé par le magazine Cho, donc Zep, etc. Et à partir en fait de juillet 2004, il a débuté un blog dessiné sur le internet, et ce média va lui permettre bien sûr de rapidement se faire connaître. Alors les dessins sont réalisés pour son blog et ont commencé à être publiés papier qu'à partir de 2008. Voilà, donc on voit quelques planches. Boulet y raconte en fait sa vie à peine romancée, des histoires plutôt banales mais mises en scène de façon hilarante, avec une dose de fantastique. Alors aujourd'hui, Boulet règne un peu sur un monde mi-geek, on va dire, mi-fantastique, un peu une métaphore onirique de son quotidien en fait. Le support blog, bien sûr, lui a permis de se faire une solide réputation dans le monde de la bande dessinée. Voilà. Donc Boulet en dédicace au Salon du MIG la semaine prochaine, au Corum à Montpellier. Je ne sais pas s'il est en dédicace, mais c'est un roman jeunesse que vous allez nous parler maintenant. Alors, je vous ai parlé donc du virtuel, vraiment un livre sur la virtualité. Là, au contraire, ça c'est un véritable hommage au rêve et en même temps à la dure réalité de la vie. Alors c'est Timothée de Fontbelle qui l'a écrit, il avait écrit Van Gogh, il avait écrit Toby Lunless, donc il s'appelle Victoria Rêve. L'auteur en fait va nous dire un peu la force de la lecture aujourd'hui et de l'imaginaire. Donc on est vraiment à l'inverse justement du net et d'internet. C'est une jeune fille qui s'appelle Victoria, qui habite sur le pont, qui va dans son collège de quartier, tout à fait banal. Mais elle rêve, elle, d'une vie, vraiment une vie d'aventure comme dans les livres. Vraiment, elle rêve que de ça. Et sa vie va basculer parce que des événements bizarres vont se produire chez elle. Disparition d'une horloge, disparition de livres. Et elle va attribuer un petit peu ces événements, enfin, à une pointe de fantastique, une aventure dans son univers à elle de vie quotidienne. Et elle sera... En réalité, en fait, la réalité sera autrement puisque elle va devoir quitter le monde de l'enfance pour comprendre celui des adultes. Donc, c'est un très beau livre sur l'imaginaire, la lecture et sur la réalité de la vie, ce qu'on en fait, ce qu'on perçoit et ce qu'on devine. C'est vraiment très très bien écrit, c'est magnifique. BD ou plus ce roman jeunesse, François Fontès? Moi, je suis plutôt BD. BD. Donc, depuis toujours. Vous adorez les bulles? Oui, parce que c'est pas tellement que j'adore les bulles, mais je pense que la BD nous fait rentrer d'une façon très directe dans les univers de leurs auteurs. Et pour quelqu'un qui est architecte, qui travaille sur l'espace, la BD est un support formidable également pour l'imaginaire. Donc j'ai toujours été passionné de bande dessinée depuis mon enfance. On va dire un petit mot également sur l'architecture d'aujourd'hui, qui est une fois tous les 2 mois. Alors une fois tous les 2 mois, il y a... Vous êtes le rédacteur en chef? Non, je ne suis pas le rédacteur en chef, j'ai pas voulu l'être parce que je pense qu'il faut laisser la place à des gens qui sont professionnels là-dedans. Moi, je suis le directeur de la publication. J'ai repris cette revue qui était une sorte de monument de la pensée architecturale française, puisqu'elle avait été créée en 1930 dans l'entourage de Le Corbusier. Et on essaye d'y mettre beaucoup de transversalité, c'est-à-dire de ne parler pas que d'architecture, on y parle d'art, on y parle de design. C'est grand public, hein, effectivement. C'est à la fois professionnel et grand public. Et on le trouve partout, sur Internet? On le trouve en kiosque, on le trouve sur Internet, il n'y a pas de difficulté pour se le procurer. L'architecture d'aujourd'hui. Restez avec nous, François Fontès. Voici le rappel des titres.
Avec Olivier, on reparle de handball, mais pas le côté sportif, le côté judiciaire. Un peu des deux en fait. En tout cas, la semaine a été agitée pour l'employeur MAHB. Au final, c'est le retour en championnat de France ce week-end de 3 des 5 handballeurs montpelliérains mis en examen dans l'affaire des paris présumés frauduleux. Ils feront le déplacement ce dimanche à Célestat. Le club veut se relancer sportivement et financièrement, mais l'avenir semble bien incertain. Et tous les résultats dans les aléas du direct ce lundi 18h30. Et puis toute autre chose, ils sont revenus, comme chaque année en cette saison, des milliers d'étourneaux qui viennent chercher la chaleur, notamment en ville le soir. Et même si leur vol est toujours impressionnant, leur nombre et leur concentration entraînent de nombreuses nuisances qu'il est possible de gérer de manière écologique. Il y avait des étourneaux à l'hôtel de ville, c'était pas compliqué pour construire ? Quand j'ai construit l'hôtel de ville, j'ai pas vu beaucoup d'étourneaux, mais bon. Il paraît qu'il y en avait des centaines. À ces jours-ci, certainement. Des ouais. clichés photos, un peu partout. Bah écoutez, au moins c'est vivant, quoi. Autre titre. Une idée de sortie, il y en a quelques-unes présentées sur ce plateau. En tout cas, vous pouvez vous rendre au salon Nimagine, au Parc des Expositions à Nîmes, un salon qui fête cette année ses 40 ans. Il réunit toujours des créateurs et des artisans d'art. Ils sont 190 exposants jusqu'à dimanche. Visite guidée dans le journal. La météo du week-end, la météo de ce samedi. Samedi matin, il va pas faire beau et ça va s'arranger progressivement l'après-midi normalement. Ah bah il faisait pas beau, tout à l'heure il faisait pas beau l'après-midi. Voilà, ouais, il s'est arrangé avec la ZAD, quoi. Je vais être positif, moi, je vais être positif. J'ai dit samedi pourri, mais ça va s'arranger un petit peu. Surtout dimanche, il va faire beau. Il faut y croire. Bon, mais dimanche, il fait beau. Ça, c'est déjà bien. Qu'il fasse beau ou pas beau, peu importe, hein, Bernard, pour ce salon de la généalogie. Oui, le salon de la généalogie à Nîmes est à l'abri, c'est un grand espace et c'est le grand rassemblement annuel gardois de tous les passionnés de généalogie, puisque la généalogie est une histoire de passion et de passionnés d'histoire en général, puisque on ne peut pas s'intéresser à la généalogie si on ne s'intéresse pas à l'histoire. Alors c'est samedi, dimanche, c'est gratuit. C'est gratuit, bien sûr. Elle permet quoi, la généalogie ? Elle permet... Bon, c'est une démarche intellectuelle personnelle, mais les stands qui sont présents là permettent aux amateurs de commencer leur généalogie, de leur donner des bases et de leur éviter le découragement, parce que la généalogie, ça se mérite. C'est pas facile. On parle beaucoup d'Internet. Internet est un outil extraordinaire, mais il faut aller chercher les bonnes images, puisque actuellement, la plupart des archives départementales en France sont numérisées, ce qui fait qu'on peut aller chercher directement l'acte de naissance de son arrière-grand-père, voire au-delà. C'est-à-dire, je peux trouver mes ancêtres sur Internet, pas trop, mais c'est mieux d'aller dans un salon comme le vôtre. Le salon de la généalogie à Nîmes comporte des stands qui sont spécialisés dans des régions. Alors nous avons des gens qui viennent du Cantal, de la Corrèze, de la Côte d'Azur. Il y a une quarantaine de stands. Hein. Oui, il y a une quarantaine de stands. Alors certains sont spécialisés sur des micro-régions, d'autres sur des pays, l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Nord, Malte, la Pologne. C'est-à-dire, si j'ai des racines espagnoles, je vais au stand espagnol. Si j'ai de la famille en Lozère, je vais sur ce stand. Voilà, parce que autant il est relativement facile de faire des recherches en France, autant lorsqu'on commence à rechercher dans les pays étrangers, il faut connaître la langue, et c'est pas évident. François Fontès, est-ce que vous êtes déjà intéressé à votre arbre généalogique, à votre famille, à votre nom Fontès? Oui, tout à fait. Je crois que c'est toujours passionnant pour tout un chacun de regarder d'où on vient. Moi, malheureusement, peut-être pas le terme, mais mon grand-père était un fils naturel, donc on s'est vite arrêté, quoi. Hein. Et puis, un de mes cousins m'a fait une prise de sang, il l'a envoyé dans un laboratoire aux États-Unis, et on a déterminé qu'il y a 65 000 ans, je vivais au Kenya. Ah d'accord. Mon ancêtre vivait au Kenya, donc voilà. C'est une info importante. Ça va jusqu'à là, Non, ça va pas jusqu'à là, mais il est... Pas à Nîmes, mais je veux dire, on peut aller jusqu'à ce point-là pour vraiment rechercher ses ancêtres. Pour l'instant, c'est pas encore quelque chose de bien répandu chez les généalogistes. On préfère les textes, les documents originaux. Pas de prise de sang, mais que du texte, hein. Oui, samedi, dimanche à Nîmes. À Nîmes, oui. Alors vous avez des habitués, c'est des passionnés ou c'est vraiment des gens très motivés? Alors, il y a je veux savoir d'où je viens, moi. Il y a de tout, il y a des passionnés, il y a des gens qui veulent découvrir la généalogie. Et nous invitons tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la généalogie à nous retrouver, parce que c'est une affaire d'amateurs, de bénévoles. Nathalie, vous êtes déjà renseignée sur la famille Peynaud, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites? Oh, moi je me sens méditerranéenne, donc à partir de là, je préfère voir ce qui se fait
vivre au jour le jour. Par contre, je me posais la question, est-ce que vous connaissez des personnes qui sont remontées, quelles sont les personnes qui sont remontées les plus loin dans la généalogie? On peut remonter jusqu'à où, comme ça, par rapport au texte, parce que... Alors, il existe des textes en France écrits jusqu'au Moyen-Âge. Bon, c'est parfois très difficile, mais certains y arrivent. Mais il faut à un moment donné avoir dans sa généalogie des connexions avec les familles nobles ou royales, puisque au Moyen-Âge, sur les parchemins, restent seulement des documents concernant des hauts personnages. On peut remonter jusqu'aux Romains ou pas? Non. Il faut pas rêver, on ne peut pas remonter jusqu'aux Romains. Bon, ça aurait été une info importante pour Anne avec sa soupe romaine, à Lunel. Bon, très bien, c'est donc gratuit, on le rappelle, samedi, dimanche. C'est entièrement gratuit. Toute la journée. Toute la journée. Au rendez-vous des Costières. C'est un vrai travail d'enquêteur, hein, en conclusion. Ah, tout à fait, oui. Qui peut avoir des surprises aussi. Le généalogiste est un enquêteur et il a des surprises tous les jours. Alors, à samedi, dimanche. Merci. Bernard Février, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va parler de soupe dans un instant et on va parler d'une nouvelle salle de concert à Castries, puis l'agenda de notre ami Amy. Qu'est-ce qu'on peut faire ce week-end sous la pluie ou sous le soleil? Réponse après la pause. Merci.